L'Union européenne est prête à soutenir la mise en œuvre des projets de centrales hydroélectriques de Vlobé et Saoufk, a annoncé son ambassadrice aujourd'hui. Elle est en attente des décisions de l'État. « 30 officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie nationale ont été promus aujourd'hui, parmi eux le ministre de la Défense nationale et le ministre délégué de la gendarmerie. Dans l'actualité internationale, le gouvernement de l'autorité palestinienne a remis lundi sa démission au président Mahmoud Abbas, à l'heure où les tractations en coulisses s'intensifient pour réformer le leadership politique palestinien dans le cadre de l'après-guerre à Gaza. Alors que la population est en proie aux difficultés dues au délestage incessant dans le pays, l'État semble pour le moment traîner les pieds. L'Union européenne est prête à apporter son soutien pour la mise en œuvre du projet des centrales hydroélectriques de Vlobé et de Saoufk, mais son ambassadrice a déclaré au cours d'une conférence de presse aujourd'hui que l'Union européenne restait tributaire des tours de table avec l'État. Alors d'abord sur Saoufk à Vlobé, j'espère ne pas me tromper dans les chiffres, mais pour les deux projets, en termes de subventions, nous avions prévu 20 millions pour participer à la contribution de l'État dans les deux consortiums privés. Donc à hauteur de 7 millions pour Vlobé et 13 millions pour Saoufk. Si je ne me trompe pas, on pourra vérifier, mais je pense que c'est ça. Ça, c'est 20 millions de dons pour la part de l'État dans la société. Ça ne prend pas en charge la totalité de la part de l'État, mais ça y contribue quand même pas mal, au moins à plus d'un tiers. Et par ailleurs, la Banque européenne d'investissement, dès que les deals, les consortiums seront finalisés, se positionnera en termes de prêts, à la fois avec des prêts souverains et des prêts privés. Et là, on n'a pas encore les montants, puisque les consortiums recherchent encore le partenaire qui terminera le tour de table. Tant que le tour de table n'est pas terminé, on ne peut pas annoncer de date. Nous, on est prêts à subventionner et à accompagner avec les projets, y compris, comme je l'ai dit, pour l'interconnexion, puisque sans ligne de transmission, évidemment, il n'y a pas de distribution d'électricité qui tienne. Mais on est tributaire du bouclage de ces tables rondes. L'exploitation de l'énergie des centrales hydroélectriques aurait dû commencer en 2019, mais le retard enregistré a trait au prix du kilowattheure qui ne correspond pas au prix que l'État veut appliquer. Or, ce retard a engendré une accumulation des dettes de la JIRAMA envers les pétroliers. Mais le fait de vouloir réduire le coût pour le consommateur est certes louable, mais ce temps perdu a signifié un surcoût dû à la production massive d'électricité via les solutions thermiques. Et les solutions thermiques, elles sont plus coûteuses, elles engendrent des pertes pour la JIRAMA puisqu'elles vendent à perte. Et en plus, ça ne fait qu'accroître les dettes croisées entre l'État et les pétroliers. Et vous savez sans doute que le FMI travaille avec le gouvernement depuis déjà un certain temps pour régler ce problème des dettes croisées entre les compagnies pétrolières qui doivent des redevances à l'État et l'État et la JIRAMA qui doivent aussi de l'argent à ces pétroliers. Concernant les routes, l'ambassadrice de l'Union européenne a indiqué faire une priorité de l'amélioration du réseau routier. Cette amélioration ne peut se passer toutefois de l'entretien des routes existantes. Et l'absence de moyens du fonds d'entretien routier frustre les investisseurs. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens d'entretenir ce réseau. Si vous n'entretenez pas avec l'entretien courant les routes,
vous avez des routes qui durent 5 ans. Or, elles doivent durer au moins 15 ans. Et honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est à fond perdu. Ça, c'est un problème crucial qui ne pourra être résolu que dans le problème d'ensemble des arriérés de l'État et des arriérés des pétroliers et de la mise à disposition du fonds routier pour qu'ils puissent entretenir les routes. Depuis plusieurs années, les dirigeants actuels essaient de calmer la population en lui promettant de solutionner le problème du délestage et celui des routes. Mais force est de constater qu'ils sont plutôt source de blocage. Les observateurs se demandent jusqu'où porteront leurs actions pour freiner le développement du pays. La CENI a fait la sourde oreille aux recommandations des experts internationaux lors de la dernière élection, si l'on se réfère aux déclarations de l'ambassadrice de l'Union européenne aujourd'hui lors d'une rencontre avec la presse. Au lendemain des présidentielles de 2018 et 2023, l'Union européenne a transmis des recommandations élaborées par des experts internationaux. Si les recommandations de 2018 sont restées lettres mortes lors de la dernière élection, l'application des recommandations lors des prochaines législatives et municipales est attendue. Ce que je peux souligner, c'est que, sans surprise, les experts électoraux ont dû constater que beaucoup, sinon la quasi-totalité des réformes, des recommandations qui étaient préconisées par la mission d'observation électorale de 2018 n'avaient pas été suivies d'effet. Donc, de toute façon, les recommandations de la mission de 2018 restent d'actualité. Ça veut dire notamment que des sujets sensibles comme le financement des campagnes politiques font toujours l'objet d'une absence de clarification, puisque certes il y a une loi, mais elle n'est pas réellement appliquée. En tout cas, les infractions à cette loi ne sont pas punies. Donc, ça n'aide pas à la transparence, au moins sur le financement du processus. La société civile a aussi suivi de près le processus électoral dans le pays. Pour l'Union européenne, la société civile est le gardien de la bonne santé démocratique du pays. Elle souhaite que la proposition de loi sur les lanceurs d'alerte puisse être votée. Et la société civile a son rôle à jouer comme gardien de la bonne santé démocratique du pays. Et c'est pourquoi nous demandons, outre la loi d'accès à l'information, que la loi sur les lanceurs d'alerte voit le jour. Puisque malheureusement, il y a eu une proposition de loi l'année dernière, elle n'a pas pu être votée. Et je pense qu'il y a urgence à protéger ces hommes et ces femmes courageux qui dénoncent des faits délictueux et qui viennent défendre des causes et qui ne se posent pas en défenseurs de criminels ou de personnes qui seraient incriminées. Et le but n'est pas du tout de faire concurrence aux avocats, mais de défendre des causes justes. Voilà. La représentante de l'Union européenne à Madagascar a relevé l'anticonstitutionnalité de la loi sur la castration. Cette loi est en désaccord avec les principes fondamentaux de l'accord de Samoa qui remplace l'accord de Cotonou que Madagascar a signé le 13 février dernier. L'accord de Samoa est le nouveau cadre de partenariat de l'Union européenne avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il prévoit l'engagement politique de Madagascar à respecter la démocratie, les droits humains et les libertés fondamentales. La question de savoir si le régime actuel va vraiment respecter cet engagement titille actuellement les esprits. « 30 officiers de l'armée et de la gendarmerie nationale ont été promus aujourd'hui. Parmi eux, 17 colonels ont été promus au grade de général de brigade et 11 généraux de brigade ont été promus au rang de général de division. À cette occasion, les principaux aspects du comportement exemplaire attendu de ces officiers dans la société ont été soulignés. L'un des critères fondamentaux pour la nomination au grade de général est l'intolérance envers la corruption et la capacité à la combattre, afin d'apporter une contribution significative à la lutte contre ce fléau fait par le gouvernement. Il est également primordial de démontrer des compétences exemplaires de gestion dans son domaine, incarner l'intégrité et la sagesse,
et être un individu réfléchi capable de promouvoir et défendre le développement du pays. Telles sont les qualités d'un officier général. Des avancées dans la lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit dans le pays sont ainsi attendues. Parmi ceux qui ont bénéficié d'une promotion de grade, on compte également deux ministres, celui de la Défense nationale et le ministre délégué de la Gendarmerie. Le rôle que jouent réellement ces nombreux officiers dans le pays, en termes de sécurité en général, continue d'alimenter les interrogations. Suite à la décision rendue vendredi dernier par la Haute Cour constitutionnelle qui demande la mise en place d'un texte réglementaire élaboré par le gouvernement avant de mettre en œuvre la peine de la castration, la ministre de la Justice a annoncé aujourd'hui que la Commission pour la réforme du système pénal au sein du ministère de la Justice examinera immédiatement cette question. Selon elle, quel que soit le cas, il est impératif d'instaurer des sanctions strictes pour ceux qui commettent des viols sur mineurs. Les victimes ont également des droits et la sanction doit être appliquée en fonction des dommages subis par la victime. La Commission des réformes du système pénal au sein du ministère de la Justice examinera la question de la castration récemment approuvée par la HCC. Certains points ont été validés, d'autres doivent être régulés. Et c'est après cela que nous pourrons passer au décret d'application. Une équipe provenant de diverses entités, telles que la santé publique, examinera également la manière d'appliquer cette sanction. En outre, le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau site internet Valiun Tarenak, dédié à la réception des plaintes liées au traitement des affaires judiciaires et à tous les aspects qui l'entourent. Une alerte verte pour forte pluie est en vigueur pour les régions centrales. Pour les régions du centre, notamment à Nalamang, Vaknakarach, Itas, Punglav et Betsbuk, pour les 4 prochains jours. Selon les prévisions, des averses orageuses sont attendues sur presque toute l'île, mais seront plus intenses dans les parties centrales du pays. Les averses orageuses sont prévues dans plusieurs régions du pays au cours des 4 prochains jours, en particulier dans l'après-midi. Les pluies devraient s'intensifier dans certaines régions, ce qui a entraîné l'émission d'une alerte verte pour les régions suivantes, Nalamang, Vaknakarach, Itas, Punglav et Betsbuk. De plus, une alerte est également en vigueur pour la partie est du pays, notamment pour les districts de Vatmanj, Mahanour, Anusvark, Mananzar et Manankar, et potentiellement pour la région d'Alochamangour. Une formation nuageuse est actuellement surveillée dans l'océan Indien et sa possible évolution en cyclone sera déterminée d'ici la fin de la semaine. Les fortes pluies prévues au cours des 4 prochains jours sont encore attribuables à la saison des pluies actuelles. Le prix du kilo de carottes sur le marché s'élève actuellement à 6 000 AED, alors qu'il était encore à 3 000 AED en décembre 2023. Depuis ce temps, le coût des légumes n'a cessé d'augmenter. Outre les légumes, les commerçants achètent actuellement les condiments comme la coriandre à 20 000 AED le bouquet. Depuis Noël dernier jusqu'à présent, les prix des légumes ont augmenté, notamment celui des carottes. Nous les achetons à 5 000 AED et les revendons à 6 000 AED. Les condiments sont également devenus très chers. Un bouquet peut même atteindre jusqu'à 20 000 AED, surtout depuis le début des fortes pluies. Durant les périodes de difficultés financières comme en janvier et février, les gens ont tendance à se tourner vers les légumes. Cependant, le nombre de consommateurs de légumes a diminué cette année car les citoyens n'ont plus les moyens d'acheter même 1 kilo. Face à ce problème, les vendeurs doivent pourtant trouver des moyens de vendre leurs légumes rapidement, en un jour, et le recours à la vente de légumes hachés en fait partie. Les légumes sont devenus très chers, et seuls ceux qui ont de l'argent, qui ont le pouvoir d'en acheter. Nous avons donc commencé à vendre nos légumes hachés. Un quart de carotte se vend à 1500 AED, mais maintenant ceux qui avaient l'habitude d'acheter un quart n'achètent plus que l'équivalent de 1000 AED.
Bien que les gens continuent d'acheter, ils le font à des quantités moindres que d'habitude. Nous faisons de notre mieux pour écouler notre marchandise. En une journée, les clients se plaignent du manque d'argent et nous avons constaté une baisse de notre chiffre d'affaires habituel. Seuls ceux qui en ont vraiment besoin achètent. En général, les prix des légumes sur le marché ont connu une augmentation entre 1000 et 3000 ariages par kilo. L'une des raisons de cette augmentation pendant la saison des pluies est le mauvais état des routes. Les dépenses de transport des produits augmentent, ce qui entraîne des pertes financières pour les agriculteurs qui doivent ajuster leurs prix. Outre l'état des routes, le coût élevé des engrais utilisés par la culture constitue une autre situation à laquelle les agriculteurs demandent aux autorités de prêter attention. Il a été à la tête du gouvernement palestinien pendant près de 5 années. Mohamed Shtayyeh, 66 ans, tire sa révérence. Il a présenté ce lundi sa démission au président Mahmoud Abbas. Un départ au moment où des tractations ont lieu en coulisses pour réformer le leadership politique palestinien de l'après-guerre à Gaza. La prochaine étape requiert de nouvelles mesures gouvernementales et politiques qui tiennent compte de la nouvelle réalité dans la bande de Gaza, des pourparlers sur l'unité nationale et du besoin urgent d'un consensus interpalestinien, basé sur une norme nationale avec une large représentation et unité, basée sur l'extension du pouvoir de l'autorité sur l'ensemble du territoire de la Palestine. C'est un gouvernement de technocrates qui prendra la relève, avec un économiste à sa tête affilié à aucune faction. Certains observateurs voient dans la démission de Mohamed Shtayyeh une concession faite aux Américains et indirectement aux Israéliens. Car le Premier ministre démissionnaire s'était exprimé à plusieurs reprises en faveur d'un gouvernement d'union avec le Hamas, qui, selon Mohamed Shtayyeh, fait partie du paysage politique palestinien. Depuis 2007, le mouvement islamiste est au pouvoir dans la bande de Gaza, alors que la Cisjordanie occupée est elle aux mains du Fatah. Deux entités ennemies qui doivent se réunir à Moscou, à l'heure où les pays de la région et les chancelleries occidentales plaident pour une autorité palestinienne réformée. Ces derniers mois, de nombreuses voix palestiniennes se sont élevées pour exiger la démission du président Mahmoud Abbas, accusé d'impuissance face à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza.